Salut tout le monde, ici Yann sur AOS Geek, je suis avec Vincent Salut! et on reçoit aujourd'hui Vanessa Cotino. Salut Vanessa. Salut! Vanessa a la particularité, en plus d'être une femme dans le monde de Warhammer et du Wargaming, de vivre de ses pinceaux. En fait, Vanessa, tu es une peintre sur figurine à temps plein, c'est ton gagne-pain, ton travail. Oui, exact, depuis bientôt 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, on va discuter de ça, entre autres, aujourd'hui ensemble. Ben, peut-être la première question, Vanessa, ce serait de savoir comment tu as commencé à t'intéresser au Wargaming, puis à Age of Sigmar en particulier. Oui, en fait, comme plusieurs femmes dans le domaine, c'est via mon copain, Yann, aussi. Donc, bon, c'est sûr que je suis le genre de femme qui est intéressée à tout ce qui est fantasy, le monde imaginaire. Je fais du grandeur nature. J'ai toujours adoré les mangas, les bandes dessinées. Donc, j'étais déjà une geek dans l'âme. C'est ça. Donc, c'est mon copain qui m'a amené à jouer à Warhammer. J'ai réussi à lui résister pendant 1 an parce que c'est quand même un hobby qui coûte cher. Donc, j'ai résisté, mais le côté fantasy m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Les elfes, surtout les elfes de la forêt et compagnie. Donc, quand il a fini par me convaincre d'aller faire une petite partie d'essai dans un magasin et que j'ai vu à l'Ariel, je suis vraiment tombée en amour avec les figurines. Il m'a montré il m'a vraiment donné la base des techniques de comment peindre. Puis à partir de là, je suis partie de mon côté. Donc, c'est vraiment aussi il y a 3-4 ans que tu as commencé à peindre sur figurine. Oui, en 2016. 2016. Est-ce que tu avais d'autres expériences artistiques, disons, dans le passé? Est-ce que tu faisais d'autres types de peintures ou c'est vraiment quelque chose que tu as développé? J'avais pas de formation en soi. J'ai pas été au collège ou à l'université dans le domaine artistique du tout. C'était beaucoup là, à apprendre par moi-même. Quand j'ai rencontré Yann, mon copain, déjà, je faisais de la peinture sur tableau pour le plaisir. Beaucoup de thématiques fantastiques. Là. Je faisais, entre autres, une série de fées en peinture. Donc, mais bon, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, des toiles. C'est pas tout le monde qui veut en recevoir en cadeau, donc il faut trouver des endroits où les mettre. Et quand j'ai appris à faire les figurines, j'ai trouvé que c'était une belle manière de pouvoir peindre. C'est tout petit, là, c'est sûr qu'on finit toujours par en avoir beaucoup quand on joue. Mais pour des petits modèles, là, juste à faire pour le plaisir, là, ça se met bien comme une statuette là, sur un meuble, puis c'est ça passait bien, fait que je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans aussi à mon tour. Donc, tu es joueuse, mais aussi... Oh, excuse-moi, Vincent, vas-y. C'est quoi la première pièce que tu as peinte? La première pièce que j'ai peinte, ben, techniquement, c'est un gobelin, parce que c'est ça, parce que Yann, mon copain, m'avait prêté un petit gobelin là, sur lequel m'entraîner avant de commencer. La première pièce que j'ai achetée, c'est Drika, chez les Sylvanettes. Donc oui, j'ai aimé à l'Ariel, mais à l'Ariel, elle coûtait 160$ à l'époque. Drika, je pense qu'elle coûtait 70$, là, elle est un petit peu plus abordable. Que ça a été ma première pièce. Puis je pense, j'ai jamais peint aucune pièce en suivant parfaitement les consignes de la boîte. J'ai toujours été un peu freestyle sur la peinture, même en partant. J'ai jamais aimé suivre un modèle qui était déjà fait. Fait que, ouais, ça a été ma première expérience. Quand même, ta créativité est appréciée même par Games Workshop parce que récemment, les Troggoth que tu as peints ont été affichés sur le site de Games Workshop. Quand on regarde les Rockgoth, comme pour en acheter, il y a les images de base là, de la boîte et tout ça. Puis ensuite, parfois, il y a des photos qui sont ajoutées par des membres de la communauté que Games Workshop choisit parmi les photos qui sont publiées notamment sur Instagram. Puis les tiennes ont été mises en évidence. Donc, c'est un beau gage de succès, puis que ta créativité a été reconnue. Ouais. C'est drôle parce que c'était un projet de longue date, un espoir de longue date qu'un de mes modèles finisse sur le site parce que quand j'ai commencé, Yann, justement, avait été contacté par Games Workshop pour qu'un de ses modèles de Stormcast
soit mis sur leur site. J'ai dit « Ah, wow, c'est chouette! Je me demande si un jour je vais être assez bonne pour qu'ils me contactent moi aussi. » Fait que là, quand ils m'ont finalement contacté pour les Troggottes, fait que j'étais heureuse. Oui, tu es certainement assez bonne. Justement, les Troggottes, tu les as peints pour moi. Puis Vincent les a vus hier, justement, pendant qu'on faisait le rapport de bataille. Puis tu as été impressionné, hein, Vincent? Ah oui, ils sont vraiment superbes. Là. Le niveau technique est incroyable. Là. C'est toute beauté. C'est dommage qu'il n'est pas resté sur la table. Oui, c'est ça. Tu l'étais pas bon. pour autant. Spoiler des résultats de la partie. Alors, les gens pourront aller voir les fameux Rock-Goth en action dans notre rapport de bataille qu'on publiera prochainement sur la chaîne, le 4e de la chaîne. Vanessa, donc, comment t'en es arrivé à découvrir Warhammer jusqu'à finalement décider de faire de la peinture sur figurine ton travail? Raconte-nous un peu le processus, comment ça s'est passé, puis comment tu t'es dit, bon, là, à partir de maintenant, je vis de mes contrats de peinture. Oui, en fait, c'est sûr que c'est quand même toute une aventure, là, déjà de partir à son compte, là, mais pour les figurines, pour cette business-là en particulier, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Quand on laisse son autre emploi pour aller vers ça, il faut prendre en considération qu'on ne fera pas autant d'argent. Par contre, au niveau de la qualité de vie, je veux dire, je travaille à la maison, je fais 6 heures par jour, je m'occupe de mon garçon le reste du temps, j'ai aucun stress si jamais il y a qui que ce soit qui est malade dans la maison, je sais que je peux changer mes heures pour les faire ailleurs, puis c'est vraiment bien pour ça. Il est arrivé, premièrement, c'est ça. Quand j'ai commencé, là, je le faisais vraiment pour le plaisir. J'ai commencé à tester un peu plus quand je suis arrivée à ma 2e armée avec les idonettes, essayer des nouvelles techniques, des conversions. Donc, je m'aventurais un peu plus, prendre plus de photos. Fait que, tranquillement, je construisais mon portfolio sans le savoir. Et quand je suis tombée enceinte, là, je me suis mis on a déménagé à Pointe-aux-Trembles, qui était à 1 heure en transport en commun de ma job. Donc, c'était toute l'idée de, avec la garderie, les enfants, comment on va s'arranger, il faut que j'aille porter super tôt le matin, il faut que je revienne s'il est malade pendant la journée. Je voyais les autres aller, là, qui avaient des enfants à mon travail, qui stressaient beaucoup avec toutes ces questions-là. Puis je me disais, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie d'avoir non plus. J'ai pas tant envie de rester à ce poste-là non plus. Là. J'avais fait pas mal le tour, là, puis j'arrivais pas à me trouver vraiment une place qui m'intéressait assez longtemps pour que ça vaille la peine de vouloir rester. On est toujours intéressé, c'est sûr, par les questions comment dire, des assurances, des vacances, tout ça qui vient avec le salaire et tout, mais au final, est-ce qu'on aime le travail? Pas nécessairement. Ça devient une prison dorée. Oui, c'est ça, exactement. C'est difficile d'en sortir là, quand on se dit que dans 5 ans, je vais avoir 5 ans d'ancienneté, je vais avoir 4 semaines de vacances, puis là, hey, OK, mais tu n'arrives jamais à avoir les vacances que tu veux finalement, puis bon. Puis là, c'est ça. Mon garçon, j'étais intéressée de le mettre dans une garderie en milieu familial, donc il faut respecter les vacances de l'éducatrice, parce qu'il y en a juste une, ils ne peuvent pas il faut vraiment que tu prennes les mêmes vacances qu'eux, finalement. Donc, c'est ça. Donc, pendant que je faisais mon congé de maternité, on a un ami qui nous a approchés, puis que, comme ça, là, pour rien, là, il nous a approchés pour nous demander combien il penserait que ça nous coûterait s'il voulait qu'on lui fasse des modèles de Donjons Dragons. Donc, on avait commencé à regarder, à demander à des gens, puis bon. Finalement, ça n'a jamais abouti à rien. Il a décidé de les faire par lui-même, mais ça m'a fait réfléchir à je pourrais peut-être essayer de faire ça pour le plaisir. Là. Je voulais prendre une année sabbatique de plus pour vraiment envoyer mon garçon graduellement à la garderie. Il n'y avait pas encore sa place. Je me disais une journée par semaine en attendant. Je pourrais travailler pendant cette journée-là. Finalement, c'est ça. Je suis allée sur les sites de Warhammer à vendre pour offrir le service. J'ai quelques personnes qui sont venues. Puis, au début, c'était pas évident nécessairement. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes en termes de qualité ou de prix. Ou tout le monde qui sait qu'est-ce que ça vaut, parce qu'on s'entend, c'est quand même des heures de travail passées là-dessus. Donc, c'est sûr que ça sera pas, je vais pas passer 5 heures pour $10 pour une figurine. Donc,
Donc, c'est ça. Au début, ça a été un petit peu difficile, jusqu'à temps que je trouve mon premier gros client qui était dans le domaine du tournoi, qui est Alex. Alex, que vous connaissez aussi naturellement. Donc, c'est ça. Donc, ça a été mon premier gros client. Puis à partir de là, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Je me suis mis aussi. J'aimais déjà le jeu parce que je suis quelqu'un qui aime les jeux de société, qui aime. Qui est quand même assez compétitif, qui n'est pas trop intimidé, par ça. Donc, je m'étais dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais participer à des tournois aussi. Alex m'avait invité à son tournoi à Trois-Rivières. Donc, c'est ça. J'étais venue participer. Je me suis dit, je vais rencontrer comme ça des clients potentiels, sinon, puis s'il y a d'autres types de jeux qui peuvent être intéressants, d'autres figurines, parce qu'il y en a tellement aussi, là, c'est vraiment un domaine qui est en expansion, là, pas juste avec Warhammer. On a Game of Thrones, qui a des jeux, bon, bien sûr, les figurines de D&D, il y a vraiment toutes sortes de jeux qui est créé là, avec des figurines sculptées, là, puis qui ont des beaux modèles. Donc, c'est vraiment... au début, je m'attendais vraiment à faire juste quelques heures par mois, puis ça s'est vraiment monté à du 25 heures semaine pendant que j'avais mon garçon. Puis là, maintenant, il va à la garderie, je fais à peu près 30 heures semaine. Puis c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc, tu arrives à avoir des contrats pour te tenir occupé à temps plein de manière continue. Comment tu fais ton recrutement de nouveaux clients? Comment est-ce que les gens viennent vers toi pour faire peindre des armées? Mais là, présentement, je te dirais, j'ai pas trop à faire de recrutement parce que je suis quand même bookée des mois d'avance. Comme je dis, c'est un domaine qui est en expansion au niveau des jeux. La plupart de mes clients, c'est des hommes, ouais, il y a des femmes aussi, mais principalement des hommes dans la 30-quarantaine qui ont l'argent pour mettre sur leur hobby. Des personnes qui veulent faire des tournois, qui veulent faire des jeux, qui veulent avoir des armées différentes, qui veulent avoir des possibilités de listes différentes aussi. Donc, je me fais booker des semaines d'avance. Souvent, les gens me bookent des semaines d'avance sans trop savoir qu'est-ce qu'ils vont demander à ce moment-là comme peinture, comme projet, de plus en plus. C'est sûr qu'il a fallu que je refuse parfois des contrats de personnes qui m'arrivaient avec des projets et qui disaient, bon, ben j'ai un tournoi dans 2 semaines, peux-tu me faire ça dans 2 semaines? Là? C'est rendu que ça ne fonctionne plus. Il faut s'y prendre d'avance. Donc, c'est sûr que ça évolue. Puis, c'est ça. Fait que c'est encore beaucoup de bouche à oreille. Des clients que j'ai qui reviennent, qui en parlent à leurs amis qui réfléchissent, qui finissent par m'approcher pour me demander comment ça fonctionne. C'est sûr que j'ai aussi mon Instagram qui devient de plus en plus populaire. J'ai pas encore eu de clients à l'international, mais j'ai des gens qui m'ont approché pour avoir des nouvelles. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça, c'est un peu tombé à l'eau. J'avais un client, entre autres, j'avais un client potentiel des États-Unis là, qui voulait venir lui-même porter ses modèles, donc il ne pouvait pas traverser la frontière. Mais c'est ça, fait que ça grossit. Puis pour l'instant, je réussis à survivre localement de la chose parce que justement, on est une province avec beaucoup de geeks qui ont de l'argent à dépenser, apparemment. Ça ressemble à ça. Puis, comment ça se passe de manière générale? Est-ce que les clients qui viennent vers toi ont des idées très précises? Est-ce que c'est plutôt contraignant ou est-ce que tu peux laisser aller ta créativité artistique avec presque carte blanche? Il y a un peu des deux, ça dépend. Je te dirais qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de tabletop, vraiment des gens qui avaient des idées fixes de ce qu'ils voulaient. Plus ça va, plus j'ai défini un peu mon style puis mon approche avec ma clientèle. Et plus j'ai des gens qui m'approchent en me disant, bon, ben, tu sais, j'ai vu ce que tu es capable de faire. Voici à peu près l'idée que j'ai. Qu'est-ce que tu feras à partir de là? Puis souvent, tu sais, je vais avoir une discussion avec le client avant le projet. C'est difficile pour moi quand c'est des mois d'avance parce que je m'excite pour rien. Je me dis, ah oui, c'est bien, je vais peindre des trogottes. Ah non, c'est dans 4 mois. Mais c'est ça. Donc, de plus en plus, j'ai des gens qui me laissent quand même une certaine liberté artistique. Qui vont avoir une thématique, disons, par exemple, bon, ben, je fais des nains, j'aimerais ça que mes nains habitent à Akshi
qui sont en thématique de feu, disons. Fait que là, je vais jouer avec les couleurs pour que ça soit ça. Ou tu vas me dire, bon, ben moi, j'aime beaucoup le rose. J'aimerais qu'il y ait du rose sur leurs vêtements. Pour le reste, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est ça. Fait que, mais la plupart du temps, c'est toujours une discussion que je vais avoir. Je vais toujours quand même présenter des idées parce que c'est sûr que la personne peut me dire, oui, je te laisse carte blanche, mais je veux que la personne soit excitée par son projet aussi. Donc, je vais souvent parler de qu'est-ce que j'imagine pour que la personne se l'imagine aussi, si elle a des choses à rajouter là-dessus. Parce que c'est ça. Souvent, quand on se dit, ah oui, je te laisse tout faire, puis finalement, tu arrives, tu dis, ah ben, j'imaginais pas ça, mais ça peut, c'est ça. Parce qu'on a toujours un peu une idée de ce qu'on veut au final, là. Par contre, ce que j'ai appris, c'est j'ai quand même j'ai fait peindre, j'ai travaillé avec quelques peintres jusqu'à maintenant dans les dernières années, puis je fais peindre mes armées, puis ma plus récente armée, c'est toi qui y as travaillé. Et puis, de mon expérience, c'est qu'on gagne toujours à donner un maximum de cartes blanches aux peintres. Plus on donne des contraintes précises, plus on dirait qu'on brime le peintre ne peut pas s'exprimer dans ses qualités parce que souvent, je pense qu'un peintre va aller soit vers des choses qui avaient le goût d'essayer puis qui vont le stimuler ou dans des choses avec des techniques que le peintre maîtrise et tout ça. Donc, on a un meilleur rendu, je pense, qu'en imposant des contraintes plus strictes qui pourraient amener le peintre à être soit moins motivé, soit moins enthousiaste, soit être obligé d'utiliser des techniques avec lesquelles la personne n'est pas à l'aise. Donc, moi, j'ai toujours été étonnamment plus satisfait des armées ou des figurines que j'ai fait peindre en disant, ben, fais ce que tu veux. Un peu comme avec les trolls, hein, c'est entièrement toi qui a pensé à ce que tu allais faire avec mes trogottes, puis j'en suis extrêmement satisfait, là. Donc, ça, c'est le fun. C'est sûr que ça peut bien se faire quand tu as déjà une idée que la personne a le talent pour réaliser quelque chose de beau. C'est sûr que si tu arrives avec quelqu'un qui tu n'as pas vraiment vu le portfolio, tu n'as pas vraiment une idée ou que tu ne connais pas non plus nécessairement l'éthique de travail, parce que ça, c'est une autre chose. Tu peux tomber sur un peintre qui décide de OK, je vais te donner un prix, ça va te coûter 500 $ pour ton armée. Tu dis, waouh, ça ne sera pas cher. Puis finalement, la personne décide de couper les coins ronds. Tu peux te retrouver avec des modèles qui sont à moitié faits. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu parler d'expériences similaires. C'est pour ça que je facture non pas au modèle, mais à l'heure, parce que je me dis, mon temps vaut quelque chose. Au final, je vais faire une estimation de qu'est-ce que je pense que ça va coûter. Puis si la personne trouve que c'est trop cher, ben, on regarde ensemble où on peut couper, où ça vaut la peine de couper dans ce qu'on avait imaginé. Mais c'est ça, ça reste quand même ce que la personne veut au final, là, selon son budget, au lieu de dire OK, c'est ça, puis je vais m'arranger pour arriver à ce prix-là en m'assurant que chacune de mes heures me revienne le plus cher possible. Là. Ça, c'est pas nécessairement l'idéal non plus. Donc, ouais, d'avoir un peintre que tu sais, OK, oui, il a un très beau style, puis je veux qu'il réalise son potentiel maximum. Là, ça, c'est effectivement très, très invitant. Comment ça fonctionne un peu aussi, ton emploi du temps, tout ça, tu es travailleur autonome, donc tu travailles chez toi, tout ça, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Puis est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner, soit à des personnes qui voudraient éventuellement eux aussi se lancer dans la peinture sur figurine comme profession, ou simplement des gens qui nous écoutent puis qui ont de la misère à se discipliner pour passer à travers leur armée puis finalement la peindre au complet, là, passer à travers leur fameuse pile of shame. Donc, voilà. Ma question était large. Je t'écoute. On va commencer par la première partie. C'est une façon de voir les choses parce que je veux pas quand on mélange le hobby et le travail. On a tendance des fois à s'étaler sans le vouloir puis à s'épuiser professionnellement. Donc, pour donner un exemple, normalement, je fais du 30 heures semaine. Je fais un 6 heures, je vais porter mon garçon à la garderie, je m'installe, je travaille jusqu'à 4 heures, je m'en vais le chercher. Normalement, ma journée est terminée. Souvent, le soir, quand mon garçon est couché, je vais m'installer pour peindre mes propres choses.
si je suis vraiment passionnée par un projet sur lequel je peux faire, que je travaille présentement, je pourrais faire, ben là, je vais faire un autre 2 heures dessus, puis je vais le compléter, puis là, je vais continuer, puis finalement, je me retrouve à terminer le travail d'avance, mais à avoir fait 40 heures au lieu de 30 heures, en plus de m'occuper de mon gars et de tout le reste, donc, et à vouloir commencer un autre projet tout de suite, au lieu de me dire, bon, ben, c'était ces 10 heures-là que je suis allée chercher, je vais le prendre pour moi. Donc, on peut finir par en faire trop parce que, justement, c'est proche de nos propres hobbies. Fait que si on est intéressé vraiment par les figurines, on peut vraiment s'épuiser. À l'inverse, si on n'est pas intéressé par le projet, de dire « Ah ouais, j'ai pas envie de travailler là-dessus. Non, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Non, aujourd'hui, ça va pas. Je vais faire autre chose. Je vais travailler sur mes trucs ou non, je vais rester au lit plus longtemps. » Donc, moi, j'ai la chance que, justement, parce que j'ai un garçon, j'ai pas le choix de me réveiller tôt. Sinon, je me réveillerais probablement à 11 heures puis je me coucherais à 3 heures du matin. Mais là, je me lève à 7 heures du matin à la place. Donc, j'ai pas le choix d'avoir une certaine routine et je pense que ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, il faut vraiment se donner une routine parce que sinon on n'en fait pas assez. Puis, tu sais, il faut être sévère avec soi-même. On est notre propre boss. Il faut penser à comment notre boss réagirait si c'était une autre personne à part entière. Donc, des fois, se demander est-ce que je suis vraiment si fatiguée que ça? Est-ce que je pourrais pas aller me chercher un café ou un thé là, puis passer à travers? Est-ce que c'est juste parce que je suis en train de mettre les couleurs de base puis que ça m'ennuie parce que c'est pas excitant, c'est un travail long? Tu sais, quand le travail qui fonctionne le mieux pour avoir beaucoup de business avec les modèles, c'est vraiment de peindre des armées. Fait que peindre des armées, ça veut dire qu'on fait des unités complètes. C'est du travail à la chaîne de peinture. Je ne conseille pas d'ailleurs, s'il y a des unités, par exemple, de 30, divisez-les en 15 ou en 10, parce que j'ai déjà fait 30 d'un coup. 4 heures à mettre une seule couleur sur 30 modèles, ça devient long. Puis ça gagne pas vraiment beaucoup plus de temps. Donc, c'est ça. C'est vraiment de s'organiser, là. Pas le choix de faire ça. Puis de penser aussi là, à mettre autre chose dans notre horaire. Mettre du sport, mettre des activités, de la lecture, peu importe, là, juste autre chose que de regarder des vidéos puis de dire « Ah, ben, je pourrais peindre pendant ce temps-là », puis finalement, c'est ça, on en fait trop. Donc, ton organisation, pour rester intéressé, puis pour avoir le sentiment d'être efficace, puis que les choses avancent, c'est d'y aller par petits blocs ou, par exemple, 10-15 figurines à la fois quand tu as des hordes. Donc, tu y vas pas en disant, bon, ben, je vais mettre toutes les couleurs de base sur l'armée, puis donc tu y vas plus par micro-projet, si on veut, à l'intérieur des grands projets. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai un airbrush, j'ai un aérographe. Donc ça, souvent, je vais les faire d'un coup. Si, par exemple, quand j'ai fait mes ultramarines, les Space Marines, j'ai fait toute la couleur de base, tout le primer, puis la couleur de base en partant. Puis ensuite, je peux prendre les modèles séparément, puis travailler sur les unités. Puis le plus gros est déjà fait parce que travailler avec l'aérographe, partir la machine, nettoyer, ça peut être long déjà en soi. Là, fait que tu veux pouvoir le faire, tout ce qui est important d'un seul coup. C'est sûr que là, quand je faisais, par exemple, les highlights avec l'aérographe, là, je le faisais vraiment par unité, quand même pas gros groupe, là, mais par unité. Parce que tu ne veux pas te fatiguer ou oublier où est-ce que tu en es rendu, puis tu ne te rends pas compte que tu n'as pas mis le highlight sur une épaule ou quelque chose comme ça. Là, fait que tu travailles vraiment par groupe. Mais oui, idéalement là, par petits groupes. Là, à force de travailler, on apprend où est-ce qu'on peut gagner du temps, c'est quoi la limite entre gagner du temps et ne pas s'ennuyer, parce que quand on s'ennuie trop, ben, on finit par des fois on peut travailler moins vite, donc on ne veut pas non plus s'épuiser de cette façon-là. Alors, c'est vraiment un équilibre à aller chercher. Mais en termes de qualité, j'ai vu tes trugots sont vraiment superbes. La qualité technique, puis j'imagine que ça ne ressemblait pas à ça quand tu as commencé il y a 3-4 ans. Comment tu as passé de quelqu'un qui commence en 4 ans à atteindre ce niveau-là? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu t'es inspiré de trucs que tu as vus sur Internet? C'est juste de la pratique? Puis...
Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pratiques, mais oui, il y a beaucoup d'inspiration aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement regarder des vidéos de comment peindre à tous les jours. Par contre, je me suis inscrite sur des Patreon, des gens là, qui font des tutoriels de peinture sur Patreon, sur le site Internet, là, pour que les gens puissent s'inscrire. Ils reçoivent des projets comme ça en échange. Ça, j'en suis un, d'avoir des vidéos sur Internet. Moi, ce qui va arriver, c'est que je vais me dire, OK, là, j'ai envie de travailler telle chose. Je vais travailler sur une chose en particulier ou je vais faire mes propres projets. Et je me dis, il me semble que j'aimerais ça être capable de faire du freehand un peu plus, de pouvoir peindre à la main des designs sans que ça soit de suivre nécessairement les lignes qui sont sur les modèles, de dessiner les designs, le pattern d'une cape ou quelque chose comme ça. J'en ai jamais fait. Qu'est-ce qui serait la meilleure approche? Parce que c'est sûr qu'on peut le regarder, on peut regarder les travaux des autres qui sont hyper complexes, puis dire, waouh, comment il en est arrivé là? Il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube sur comment y arriver. Donc, ouais, j'étais comme ça, je vais aller voir, je vais dire, OK, c'est comme ça qu'ils font. Ah, OK, bon, ben là, je vais l'essayer de mon côté. Ah, ben, j'ai pas les bons pinceaux pour ça. Bon, ben, va acheter les bons pinceaux, attendre de les recevoir. En ce moment, c'est surtout ça, attendre de les recevoir par la poste. Mais c'est ça, fait que je suis pas toujours en train de regarder ça, mais quand je me dis, bon, ben, ça serait le temps de passer à la prochaine étape et d'essayer autre chose, je me donne comme ça, là, des nouveaux défis, je vais voir autre chose. Si quelqu'un m'arrive avec une idée puis que je me dis, ouais, ça serait beau, je suis pas sûre si je peux y arriver, ben encore là, je vais chercher des images, je vais chercher de l'inspiration. Je suis sur la page de Heavier Metal qui est pour les peintres de figurines en général, là, sur Facebook, où tu as toujours des belles choses qui sortent. Fait que je m'inscris sur les comptes Instagram pour avoir des images comme ça. Je peux les enregistrer. Si jamais un jour je me dis, je vais vouloir peindre ce style-là, ben, je vais pouvoir retourner voir puis avoir l'inspiration. Donc, c'est surtout comme ça. Avec ça, avec beaucoup de pratique, j'essaye des nouvelles techniques. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Tu sais, comme l'aérographe, justement, il y en a qui font juste ça, que c'est presque pas de pinceau, là, sont capables de tout faire avec un aérographe. Puis moi, je suis pas. J'en fais un peu, là, mais je suis pas encore rendue là. Donc, je fais les trucs de base, les plus gros détails. Mais j'aime beaucoup plus travailler avec les pinceaux, des techniques avec du dry brush, du stippling. Il y a plein de techniques qui se font très bien, là, qui ont l'air, c'est sûr qu'on va dire dry brush, par exemple, on a l'idée que c'est du travail rapide où on fait juste brosser notre modèle puis c'est fini, là, mais il y a des façons de faire pour que ça soit vraiment beau. Par exemple, si on veut donner une texture de fourrure sur une cape, ben, c'est du stippling avec un vieux pinceau, puis on donne plein de petits coups pour que ça fasse des lignes, puis c'est plusieurs couches. Ça peut être long, mais il faut quand même bien regarder, savoir où on donne les coups. Mais c'est considéré comme une technique de dry brush. Donc, c'est ça, c'est plein de nouvelles choses. Je ne me considère pas comme parfaitement accomplie. Je me considère comme encore en entraînement. Puis c'est pour ça que ça me gêne des fois quand les gens me disent « tu devrais faire des tutoriaux. » Puis je me dis « j'ai pas l'impression d'être déjà rendu là. » Je commence à en faire tranquillement. Là. Je suis en train de préparer une petite vague là, que j'avais faite pour mes idonettes. Là, puis je suis en train de faire un étape par étape pour montrer aux gens comment moi j'y suis arrivée là. Ce qui n'empêche pas la technique d'être améliorée par d'autres. Donc, c'est juste pour... Donc, c'est quelque chose qu'on va voir sur... Excuse-moi, c'est quelque chose qu'on va voir sur ton compte Instagram, ces tutoriels-là à venir? Photo par photo, un petit tutoriel facile, là, photo par photo avec les étapes de comment moi j'y suis arrivée là. Puis pour que les gens puissent le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui font des vagues directement avec du milliput ou de la sculpture, puis que ça donne un effet un peu plus... un peu trop solide là, pour de l'eau. Là. Moi, j'utilise plusieurs couches de Water Effects par-dessus du plastique. Ça peut convenir à certaines personnes. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire mon premier tutoriel là, au lieu d'expliquer des techniques de peinture que je viens tout juste d'apprendre et que je ne me sens pas encore assez professionnelle pour enseigner. J'aime mieux référer les gens à des vrais channels YouTube qui existent déjà. Donc, c'est ça. Justement, tu disais que
as des techniques que tu es en train d'apprendre, tout ça, sur quelle technique tu travailles, qu'est-ce qui te reste, tu dirais, à explorer, parce que je suis plutôt d'accord avec Vincent. On a l'impression, nous, que tu es plutôt rendu clairement au niveau Pro Painted. Tu as gagné le premier prix de peinture aussi au Grand Clash en août dernier. Donc, parmi 50 participants, les juges ont jugé que c'est toi qui avais la plus belle armée de peinture et de conversion. Une compétition D'ailleurs, comment? Une compétition très serrée quand même. Oui, il y avait, oui, tout à fait, mais d'ailleurs, on peut voir, on a fait une vidéo là, dans laquelle on peut voir ton armée. Je le mettrai en description de cette entrevue-ci pour que les gens puissent aller voir ton armée d'Idonette là, entièrement convertie avec laquelle tu as gagné le prix de peinture. Mais c'est ça, donc, quelles sont les techniques sur lesquelles en ce moment tu travailles à maîtriser et tout ça? Il y en a beaucoup. Bon, c'est sûr, là, je parlais du freehand, ça, c'en est une. Je te dirais que le plus gros problème avec le freehand, pour moi, présentement, c'est que j'ai pas les bons pinceaux pour en faire. J'en ai commandé, là, qui sont vraiment des pinceaux très fins, là, quasiment comme des crayons, là, pour faire des designs. Fait que ça, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Je m'amuse à faire, je sais pas, comme j'ai fait des geishas il y a pas longtemps, là, avec un kimono, avec comme un papillon, des fleurs dessus, mais tu sais, c'est un petit freehand facile à faire là, pour le moment, mais j'aimerais être capable de faire un design qui soit vraiment sur l'ensemble du tissu. Ça, mais je ne sais pas si j'ai la patience de le faire. On va voir. Je pense pas que je le fasse pour beaucoup de modèles. Là. C'est quand même quelque chose. Là, quand je regarde les personnes qui sur Instagram là, qui montrent leurs projets, là, qui font ce genre de choses-là, ça leur prend 3-4 jours juste pour un morceau de cap. Donc, c'est ça. Il faut vouloir. Fait que je ne sais pas encore si j'ai la patience ou si je vais la développer à force. J'ai ça. Il y a tellement de choses quand même. Je veux essayer l'effet, un peu comme pour ton Ark Covenant que tu t'étais fait faire par David Fost. Le côté non-metal. Donc, faire un effet métal, mais sans le métal. Que techniquement, j'ai déjà fait, par exemple, sur des lances, sur des bouts de lance, ou que j'ai fait avec d'autres couleurs que des couleurs de métaux. Mais là, je veux vraiment donner l'effet sur la Moratti que je vais faire. Donc, je veux m'entraîner à faire ça. C'est vraiment pas une technique que j'ai utilisée très souvent. Là, puis quand je l'ai utilisée, c'était sur des détails mineurs. Donc, de le faire à grande échelle, ça va être une pratique. Là, je commence à justement regarder là, un peu comment les gens font. Là. Il y a différentes techniques. Que je te dirais, c'est mes deux gros projets en ce moment, c'est ça. Tu as référé aussi, tu parlais du freehand sur un kimono. C'est que tu as un projet en ce moment qui est une armée de Daughters of Cain, mais de type asiatique. Peux-tu nous en parler un peu? Puis d'ailleurs, les gens peuvent voir déjà quelques photos sur ton compte Instagram. Là, je mettrai le lien aussi pour ton compte Instagram en description de la vidéo. Oui, donc avec mes Daughters of Cain, j'ai décidé de partir vers une thématique yokai, donc japonaise, avec des démons japonais, en fait, purement des démons féminins, naturellement, parce que c'est ce que c'est. Alors, je trouvais que ça allait bien parce que dans l'histoire, Moratti s'est fait avaler par Slanesh. Elle a été corrompue quand elle a réussi à en ressortir. Donc, ce que je trouvais qui était intéressant, justement, c'est que dans la mythologie japonaise, les démons, souvent, c'est un peu comme dans le style de Slanesh, c'est que c'est des émotions humaines ou des émotions qu'on a qui sont tellement extrêmes que ça finit par nous corrompre en démons. Donc, c'est ce que je trouvais qui était intéressant de faire une armée complètement de femmes démons comme ça. Donc, toutes mes witches, ça va être des femmes renards. Mes Kinerai, j'aurais remplacé les ailes par des ailes de corbeau pour faire comme des tengu. Que je sais que normalement, c'est des hommes. Mais bon, on est dans un monde fantaisiste, on va dire que c'est des femmes. Normalement, les tengu, c'est des samouraïs qui ont été transformés en homme oiseau, mais là, c'est ça. Donc, ça va être des femmes pour suivre le modèle de Moratti qui va aussi avoir des ailes de corbeau sur ma conversion avec sa queue de serpent. Donc, c'est ça. Ça va être... c'est un beau projet. Là. J'aime beaucoup aussi mes femmes serpents qui est
type de démon qui existe au Japon, des femmes qui se tiennent sur le bord de l'eau avec un enfant dans les bras. Normalement, il n'y en aura pas sur nos modèles, hein, mais qui attirent les pauvres hommes vers elles avant de les tuer. Alors, ça va être ce genre-là. Ouais, alors, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça, cette armée-là, tu penses? Quand est-ce qu'elle va être complétée et qu'on va pouvoir la voir sur les tables de tournoi? Ouais, ça sera probablement pas pour le Grand Clash parce que j'ai vraiment beaucoup à faire, surtout si je veux prendre le temps de pratiquer les techniques dont je vous parlais. Comme là, je suis contente d'avancer mes kinérailles là, qui sont ici, là, mes femmes oiseaux, justement. Fait que j'étais tannée, je me suis dit, j'ai 15 femmes serpents mélusailles avec les kimonos, avec le freehand et tout. J'en ai fait 3 sur 15. C'est quand même long, là, ça peut me prendre à travailler juste une fois, 1 heure, 2 par semaine dessus. Ça peut être quand même assez long là, pour les terminer, c'est sûr. Fait que, comme je disais tantôt, de trop travailler sur une même chose, ça peut être épuisant. Donc, j'en fais 3, je travaille sur une autre unité. Des fois, j'ai envie de faire de la conversion. Je n'ai pas terminé d'assembler tous mes modèles. Fait que, c'est ça. Puis, comme on sait, les Witch dans les Daughters of Cain sont normalement en grande horde de 30 pour une unité. Donc, je vais en avoir beaucoup à faire. J'ai décidé de les faire à partir des Cypher Lords, donc de les convertir à partir des Cypher Lords. Donc, ça va être quand même un gros projet de peinture pour ça. Alors, ouais, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je pense pas que pour la mi-avril, ça va être fait. J'ai déjà prévu ne pas participer au concours de peinture, pas pour ça l'année prochaine. Là, puis que si je me pointe encore avec mes idonettes, je vais dire en partant que je vais prendre les points pour le total du tournoi, là, juste pour me retrouver avec un meilleur pointage que j'ai habituellement à juste jouer, parce que c'est un peu ce qui me monte à la moitié des participants dans le score final. Mais c'est ça, là, je ne vais pas viser de gagner le concours. Là, je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Je le dis d'avance, OK? Si j'arrive avec les lunettes, je laisse le prix d'avance à quelqu'un d'autre. Tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver avec cette armée-là. Le concept est vraiment intéressant de tes Daughters of Cain parce que ça vient vraiment chercher ça s'inscrit en fait tout à fait en cohérence avec le lore, avec l'histoire, hein, tu l'as bien expliqué. Ça vient chercher aussi tes intérêts envers le Japon. D'ailleurs, tu as fait des études en anthropologie et études est-asiatiques, si ma mémoire est bonne. C'est baccalauréat. Donc, ton intérêt pour la culture, l'art asiatique, tout ça date de quand même un bon moment. Oui, j'ai eu un parcours professionnel assez particulier. Là. Ça a été beaucoup de « Ah, je suis intéressée par ça, donc je vais aller dans cette direction-là. » Puis « Ah, je suis fatiguée, je m'en vais vers telle autre chose. » Donc, quand j'étais au secondaire, j'étais très intéressée par tout ce qui était manga. À force d'écouter des animés, des animations japonaises, j'entendais parler japonais, j'apprenais quelques trucs, j'avais envie d'apprendre. Mon père était linguiste, donc il y avait tout ce côté-là aussi là, qui m'intéressait beaucoup. Puis je sais pas, je voulais aller au Japon, puis pour moi, de voyager, c'est important d'être capable de communiquer un minimum. J'ai toujours aimé, là, quand je visitais un nouveau pays, avoir quand même une certaine base, puis vouloir apprendre pendant que j'étais là. Donc, j'ai effectivement fait mes études de bac en anthropologie et études est-asiatiques. Parce que, bon, je pensais que c'est ça que je voulais faire. Quand je suis allée, après mon 3e voyage, j'ai fait ma dernière année d'études au Japon, qui a été coupée court d'ailleurs par le tsunami en 2011. Avec les centrales nucléaires à Fukushima qui avaient été comment dire, cassées au passage, accrochées au passage. Donc, c'est ça, quand je suis revenue, je me disais, bon, ça a été quand même un bris assez subi dans mon processus de carrière. Puis, en allant au Japon, je m'étais rendu compte que je l'aimais en tant que touriste, mais je voyais un peu les conditions de travail pour les étrangers, pour les femmes. Je me disais, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas pour vivre? Parce que c'est très différent. Je me voyais pas fonder une famille là-bas non plus.
Je suis une femme quand même assez forte. C'est pas vraiment le style qui intéresse les Japonais, on va se le dire en passant. Même si j'en ai vu pour qui ça fonctionnait, tant mieux. Mais c'est pas trop moi. Donc, c'est ça. J'ai abandonné ce projet-là. Je me suis dit, bon, tant qu'avoir fait mon bac, je vais aller poursuivre dans le domaine international. J'étais encore intéressée. J'ai fait ma maîtrise en développement international pour me rendre compte au final que la plupart des gens qui allaient là-dedans, c'était des gens qui avaient déjà une bonne expérience de travail, qui avaient beaucoup fait d'humanitaire. Donc, il y avait déjà des années d'accumuler, qui n'avaient pas besoin d'avoir de plus, qui allaient là avec une idée déjà de ce qu'ils voulaient. Alors que moi, j'étais purement études, recherche, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Fait que quand j'ai terminé, là, j'ai eu de la difficulté à me trouver un travail. J'ai décidé d'aller chez Desjardins. Puis, j'ai pas vraiment fait d'effort pour sortir de là par la suite. J'avais vraiment plus dans l'idée de vivre un peu ma vie, puis de me fonder une famille, puis le domaine international. Quand t'as pas... dans les premières années, disons que c'est du 5 à 10 ans à faire des contrats de 3 à 6 mois un peu partout, là où les compagnies, les entreprises, les ONG t'envoient. C'était pas nécessairement ce que j'avais envie de faire, donc c'est ça. Puis jusqu'à temps que je tombe enceinte et que je décide de retourner vers le domaine artistique, qui était ce que mon orienteur me disait de faire depuis toujours, depuis le secondaire. Donc, c'est ce qu'on me disait, puis que je m'obstinais à ne pas faire. Alors, j'ai fini par revenir vers ça. Vers tes premiers amours ou tes premières inclinaisons professionnelles. C'est bizarre, là, des fois, comment ça fonctionne. Parce que quand j'étais au secondaire, à chaque fois qu'on me parlait de quelque chose d'artistique, moi, j'étais beaucoup intéressée aussi par l'écriture. Fait que je me voyais peut-être devenir écrivaine, mais là, c'est difficile. C'est pas facile. Là, quand on parlait de côté plus artistique, on me disait, professeur d'art. Je disais, tout le monde va devenir professeur d'art. Ça m'intéresse pas. Je voulais pas devenir graphiste. Je voulais pas devenir... je voyais pas vraiment. Puis si on s'entend là, peintre de figurines, c'est pas nécessairement le premier sur la liste quand ils te montrent ce que tu peux faire en tant que peintre. Tant mieux que ça fonctionne, là, je suis contente, mais c'est ça. J'aurais pas pu prédire là, que ce serait l'idéal. Puis pourtant, je sais, parce que mon père était travailleur autonome, puis c'est vraiment quelque chose que je voyais là, comme mon idéal de vie aussi. Donc, je suis très contente que ça ait débouché vers ça, puis j'espère que ça va continuer. Fait qu'il faut que Games Workshop continue à faire de l'argent. D'ailleurs, cette profession-là c'est une profession qui existait très peu ou pas il y a 10, 15, 20 ans, parce que d'une part, les jeux de figurines étaient peut-être un peu moins populaires et surtout, sans Internet, pour se monter des portfolios, pour se faire connaître via Facebook, Instagram, YouTube, tout ça, ça devait être extrêmement difficile d'avoir une clientèle à l'extérieur de son petit cercle social, de jeu dans sa ville. Donc c'est pas des professions qu'on pouvait envisager il y a quelques années, là. Non, je peux l'imaginer. On s'entend qu'il y a 20 ans, je n'étais pas très vieille, mais effectivement, d'arriver et de juste dire « Ah, je vais aller sur une page Facebook, dire voici mon service », puis les gens qui sont sur cette page-là, c'est des personnes qui partagent le même intérêt, qui vont être intéressés par le service, justement. Donc, oui, je veux dire, c'est de la publicité facile. Bon, OK, on s'entend. On sait tous que Facebook se fait de l'argent sur notre dos d'autres manières, là, mais c'est quand même de la publicité facile. Même chose pour Instagram. Donc, c'est sûr, là, c'est pas quelque chose qui est... Puis encore là, mon conjoint, c'est lui qui avait acheté l'aérographe à la base, qui avait acheté le compresseur, qui avait acheté la peinture avant même qu'on se rencontre parce qu'il avait voulu se partir lui-même en business quand il était tombé sur le chômage il y a plusieurs années. Finalement, ça n'avait pas fonctionné. Il n'avait pas été capable de pousser, d'aller chercher les clients. Il y avait justement le genre de clients qui demandent des beaux gros modèles pour presque rien. Donc, il n'arrivait pas à aller chercher vraiment une clientèle fiable pour ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est développé de plus en plus avec le développement de la scène de tournoi, le fait que le côté esthétique compte pour beaucoup, le fait que tu ne peux pas vraiment te pointer avec une armée grise
dans un tournoi et espérer gagner, gagner beaucoup de points. Là. On fait un clin d'œil à un joueur du dernier tournoi. Mais c'est ça. Donc, ça devient de plus en plus important. Et c'est sûr que c'est un gros investissement de temps pour les gens. Fait que ceux qui travaillent, qui veulent pouvoir avoir leur armée rapidement pour les tournois, pour s'amuser avec leurs amis, qui veulent juste décompresser, qui n'ont pas certaines personnes qui ont juste, je dirais pas le talent, mais des personnes qui n'ont pas les conditions physiques non plus, qui peuvent avoir les mains qui shake, qui peuvent avoir des problèmes de dos. C'est quand même c'est des heures de travail penchées sur un modèle. Il y a des façons de faire, de se tenir, mais c'est demandant. C'est demandant. Tout à fait. J'ai envie de passer peut-être à un autre volet de l'entrevue. Tu as fait brièvement allusion quelquefois dans l'entrevue au fait d'être femme. Bon, tu en as parlé en lien avec la culture japonaise, avec aussi la découverte de AOS. On voit sur Instagram, puis tu es plus au courant que moi, tu pourras me corriger si je me trompe, mais même si dans les communautés de joueurs locales, on a l'impression qu'il y a très, très peu de femmes qui s'intéressent à AOS et au Wargaming en général. Au Grand Clash, sur 50 joueurs, tu étais la seule femme. Mais en même temps, j'ai l'impression que sur Instagram, YouTube, on voit de plus en plus de femmes être présentes dans la communauté, s'exprimer et tout ça. Donc, quelle est un peu ta vision de tout ça? Bon, premièrement, pour le tournoi, on était censé être 3 avant que ce soit repoussé au mois d'août. Donc, j'avais prédit que j'allais réussir au moins à doubler le nombre de femmes pour la deuxième année. Ça aurait fonctionné. Ça n'avait pas été de la COVID. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte. Là. Des fois, on est dans notre univers, on ne s'imagine pas effectivement que tu sais, c'est, comme j'ai dit, là, c'est souvent les blondes des gars qui jouent. Puis souvent, ces filles-là vont plus vouloir jouer avec leurs amis, avec les amis de leur chum. Ils vont rester dans leur cercle fermé. Ils vont pas nécessairement vouloir aller être intéressés, je devrais dire, là, pas vouloir aller, mais juste être intéressés à sortir puis aller dans les magasins pour jouer ou dans les tournois parce que c'est pas nécessairement une partie majeure de leur vie. Ce que j'ai vu sur Instagram, effectivement, il y a une fille en Angleterre qui a parti un mouvement au début du COVID, justement. Là, c'est une réflexion qu'elle avait. Elle, ça fait déjà ça fait 18 ans, je pense, qu'elle est dans Warhammer. C'était une réflexion qu'elle avait depuis longtemps, de profiter d'Instagram pour essayer de rejoindre la communauté des femmes de Warhammer à travers le monde, de faire des entrevues avec elles pour savoir un peu c'est quoi la réalité un peu partout, puis avoir une meilleure idée là, de qu'est-ce qui nous intéresse, comment on arrive là-dedans, etc. Donc, beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus intéressées à peindre les modèles qu'à jouer. Beaucoup de femmes qui sont intéressées, tu sais, souvent on a cette idée-là que les elfes, par exemple, là, moi, ça donne que les elfes, c'est ce qui m'intéresse vraiment, mais ça date d'il y a très longtemps. Mais les orques vont intéresser beaucoup de femmes, étonnamment. Puis je ne suis pas si étonnée que ça. Là. Ça a été quand même ma première armée de Shadespire. C'est juste pas mon warband, mon band de Age of Sigmar. Mais c'est ça. Donc, beaucoup de femmes qui parlent de leur réalité, comme quoi, c'est ça. Donc, autour d'elles, elles sont pas mal toutes seules. Et le fait de pouvoir se parler entre nous, de se relier entre nous via Instagram, des fois, on va voir quelqu'un qui va faire une entrevue ou qui va écrire quelque chose, puis on se dit, elle vit une situation difficile, on peut aller s'écrire là. C'est devenu comme une espèce de demi-but d'essayer de rendre, de motiver les filles qui vivent des situations difficiles dans ce groupe-là. Donc, d'envoyer un peu de positivisme dans la situation qu'on vit présentement. Des personnes qui ont de la difficulté ou simplement qui vont dire « je travaille sur telle chose, j'arrive pas à trouver », de les mettre en lien avec d'autres trucs qui peuvent leur permettre de s'améliorer. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. On est quand même une minorité dans le domaine du jeu, donc, et puis c'est quand même encourageant. Puis entre nous, on peut s'encourager à aller dans des événements, parler de comment nous, ça se passe de notre côté, puis de s'en parler par la suite jusqu'à temps qu'on prenne contrôle du jeu.
Mais c'est juste intéressant là, déjà de voir qu'on n'est pas toute seule, qu'il y en a d'autres qui sont intéressés, puis que de passer par-dessus cette idée-là, ce préjugé-là qu'il n'y a pas de femmes qui soient intéressées, là, c'est pas vrai. On est là. La question, je pense, qui brûle les lèvres de plusieurs de nos auditeurs, c'est comment intéresser leurs copines à Warhammer. Quel conseil tu leur donnerais pour tenter d'allumer la petite flamme Warhammer chez leurs copines? Il n'y a pas grand-chose à faire si la fille n'aime pas les jeux de société, le monde fantaisiste et la peinture. Je veux dire, un de ces sujets-là, c'est sûr que si elle aime les jeux de société, peut-être commencer avec un petit jeu, comme justement, peut-être pas Shadespire parce que les cartes sont toujours en train d'être annulées pour être remplacées par d'autres, puis ça coûte cher. Mais tes Warcry, je ne sais pas s'il y a encore Silver Tower, qui était intéressant. Je ne sais pas s'il se vend encore ou s'il a été discontinué, là, mais bref, il y a des petits jeux qui sortent. Vous pouvez vous proposer à peindre les modèles à sa place. Je sais qu'il y en a qui le font, que la fille n'est pas nécessairement intéressée à faire le modèle, mais qu'elle peut être intéressée par le style du modèle, mais qu'elle ne veut pas le peindre. Donc, c'est ça. Commencer avec des petits jeux. Si elle est intéressée par peindre, tant mieux. Faites-en une activité entre vous. Nous, ça a fonctionné. On a un enfant maintenant, grâce à ça. Faites attention, ça peut mener à toutes sortes de choses, la peinture. Oui, c'est ça. Faut peinture. Mais c'est ça, c'est comme dans n'importe quoi. Je veux dire, quand je fais des grandeurs nature, d'ailleurs, les grandeurs nature, c'est moi qui ai ramené mon chum là-dedans. Il n'avait pas joué depuis plusieurs années, puis c'est moi qui l'ai rapatrié. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Si la fille n'est pas intéressée, trouvez-vous une autre chose à faire ensemble, là. Je suis désolée. Là. L'important là-dedans, c'est au moins que la fille, que la copine ne soit pas contre le fait que vous soyez dans le hobby. C'est sûr que si elle vous dit que c'est donc bien immature, puis que c'est peut-être pas... je ne vais pas vous faire des conseils de couple, là, mais... c'est pas la bonne copine. Peut-être pas. Si vous vous sentez diminuer dans votre hobby, regardez, hein? Je suis sûre que vous faites bien d'autres choses matures, mais ça reste quand même une façon. Hein? Vous pourriez mettre de l'argent sur des voitures, puis faire des... passer tout votre budget à faire des réparations, puis en tout cas, bref, c'est pas plus absurde de dépenser son temps son argent sur des figurines que sur des belles voitures ou tous les autres. On est dans une génération de loisirs, là, veux pas, on a de l'argent à dépenser, on a moins d'enfants, on a moins de responsabilités. Fait que oui, on va avoir plus de loisirs, puis c'est correct comme ça aussi. Hein? Ça fait de mal à personne. Ouais. Ça fait juste du plaisir, des nouveaux amis, des beaux événements. C'est ça. Comme plusieurs disent, si tu veux empêcher tes enfants de faire de la drogue, emmène-les dans Warhammer. Ils n'auront plus d'argent pour les dépenser après. Ils n'auront plus d'argent pour la drogue, en effet. Alors, je pense que ça fait le tour des éléments dont on voulait discuter ensemble. Vanessa, je te remercie énormément d'avoir été avec nous. Mais merci d'avoir écouté. Je ne pensais pas qu'on allait conclure sur une question de drogue, mais OK, c'est bon. On savait comment ça commençait, pas comment ça finirait. Alors, j'invite les gens à aller voir ta page Facebook, Vanessa Miniature. Tu es sur le même nom aussi sur Instagram. Je mettrai les liens en description de cette vidéo. Puis, vous pourrez voir aussi ta plus récente production, les Trogottes, dans un rapport de bataille qu'on publiera prochainement sur la chaîne. J'ai hâte de les voir en action. Alors, salut tout le monde et sur ce, bon wargaming!